Soyez le bienvenu vraiment à cette masterclass qui va avoir pour sujet les 9 rituels puissants. Voilà, les 9 rituels puissants à pratiquer vraiment pour triompher de votre nouveau défi de manager. C'est vrai qu'on a dit de votre nouveau défi de manager, mais même si vous êtes manager depuis un certain temps, voilà, cette masterclass va vous aider à pouvoir vraiment révisiter en fait ce que vous faites. Et pourquoi pas, peut-être que ce sera l'occasion de découvrir certains rituels que vous n'avez pas et que vous pourriez appliquer pour être plus efficace. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Marius Zebi, formateur et coach certifié en leadership. J'aide les managers à être plus efficaces dans leurs fonctions et à développer leurs compétences en leadership. Il y a 2 ans, j'ai fondé MM Consulting, voilà, qui est un cabinet de formation et de coaching qui travaille avec des particuliers comme avec des entreprises sur les sujets de performance managériale et commerciale. Et je travaille avec Maliki dans ce cabinet. Notre mission est d'éduquer les cadres en Afrique de l'Ouest et du Centre à un management bienveillant. Et pour ce faire, nous offrons du contenu gratuit tous les jours à notre communauté qui est sur LinkedIn. J'en parlais tout à l'heure. La communauté s'appelle le Manager Influent. Si vous n'y êtes pas, je vous invite vraiment à nous rejoindre. Maliki pourra partager peut-être après le lien pour rejoindre le groupe parce que tous les jours, nous avons du contenu gratuit que nous partageons. Mais nous avons aussi un moment privilégié. Tous les derniers dimanches du mois, nous nous retrouvons pour partager d'un thème au sujet du management sur la forme d'une masterclass gratuite. Et aujourd'hui, c'est l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui. Mais nous offrons aussi des solutions de développement de compétences sur mesure, voilà, qui sont des solutions payantes. Et aujourd'hui, particulièrement, nous allons lancer une nouvelle offre, en tout cas pour ceux qui veulent investir dans leur développement, dans leur croissance, dans le fait de booster leurs compétences. Ils peuvent rester à la fin de cette masterclass parce que nous donnons pour challenge de ne pas dépasser 1 heure au cours des masterclass. Et donc, ceux qui voudront bien découvrir cette offre-là, nous allons faire un extra time de 20 minutes. Ils voudront rester bien après 20h GMT pour découvrir cette offre. Et il y a vraiment un cadeau spécial qui accompagne le lancement de cette offre. Donc, vous êtes les privilégiés, vous qui êtes à cette masterclass et vous qui allez rester jusqu'à la fin. Et notre méthode est basée sur 3 piliers, le e-learning, l'entraînement, le coaching. Et l'objectif vraiment que nous avons, c'est de permettre à tout un chacun, notamment les particuliers qui ne sont pas accompagnés dans leur développement par leurs entreprises, de pouvoir avoir des formations vraiment de classe mondiale à un prix super abordable, mais aussi nous travaillons avec des PME, avec des grandes entreprises qui peuvent offrir des parcours vraiment pour leurs salariés ou bien des coachings spécifiques pour développer les compétences de leurs collaborateurs. Alors, l'objectif de cette masterclass de ce soir, c'est du contenu gratuit, c'est de vous dévoiler 9 rituels puissants à pratiquer qui feront de vous un manager efficace. Comme je le disais, cette masterclass sera utile pour vous. Si vous avez été promu récemment à un poste de manager, ça va vous permettre de partir du bon pied, adopter ces 9 rituels et de cartonner tout de suite. Si vous êtes manager depuis longtemps, ça va vous permettre de reconsidérer les fondamentaux du management et de pouvoir apprendre de ces best practices. Si vous avez la responsabilité de former des collaborateurs nouvellement promus comme manager, ça va vous donner des indices et vous allez savoir en fait qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil, comment est-ce que vous pourriez les accompagner efficacement pour qu'ils soient efficaces dans leur nouvelle posture de management. Alors, comme agenda de cette masterclass, nous parlerons de 3 choses. Justement, nous allons regrouper pour que facilement vous puissiez retenir ces 9 rituels. Nous allons les regrouper en 3 groupes. Donc, le premier groupe de rituels, ça sera vraiment les rituels indispensables pour son système de management. Et là, il y en aura 3. Le deuxième groupe de rituels, ce sera les rituels pour dynamiser son équipe. Là aussi, il y en aura 3. Et le troisième groupe de rituels, ce sera les rituels que le manager doit adopter pour son équilibre personnel. Là aussi, il y en aura 3. Donc, vous allez partir avec une formule. C'est vrai, on va vous dérouler les 9 rituels, mais réfléchissez, sinon retenez 3 fois 3. C'est-à-dire, il y a 3 groupes différents de rituels et dans chaque groupe, il y a 3.
OK. Alors, nous allons finir à 20h, voilà, conformément à notre promesse. Mais ceux qui voudront bien rester après pour l'offre spéciale, la promotion qui est faite et ce nouveau programme qui est lancé, ils pourront rester en extra time selon qu'ils le veulent. Alors, on va faire une innovation aujourd'hui parce que souvent, on a le retour que on ne voit pas bien l'écran et puis nous savons que les gens se connectent beaucoup depuis le téléphone portable et donc très souvent, c'est pas évident de pouvoir voir bien les slides. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre tout de suite dans le chat un lien de la présentation. Voilà. Un lien pour pouvoir télécharger la présentation. Là, je le mets dans le chat. Vous l'avez. Peut-être, est-ce qu'on peut épingler? Je ne sais pas. Voilà. Maliki, peut-être tu verras. Mais Maliki, tu as le lien. Donc, vous avez le lien de la présentation qui sera faite. Et vous pouvez donc télécharger tranquillement cette présentation-là et suivre au cas où vous voyez pas bien ce qui est projeté à l'écran. Ça vous permet vraiment de nous suivre tranquillement et de ne pas être distrait. OK? Alors, petit test son. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on peut aller pour découvrir ces 9 rituels? Je peux avoir des réactions dans le chat, s'il vous plaît. Voilà. Je vois des oui, je vois des oui, je vois des ready. OK. Donc, ça veut dire qu'on est prêt. Je vois des 5 sur 5. OK, good. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Et on est content d'être là. Et on va aller tout de suite pour parler de ces 9 rituels. Mais bien avant, j'aimerais qu'on se pose un tout petit peu pour que vous compreniez quels sont les défis qu'on a en tant que manager. Vous savez, le passage du rôle de collaborateur à celui de manager peut être difficile parce que non seulement vous allez devoir gérer votre propre tâche dans l'opérationnel, c'est pas parce que vous devenez manager qu'on vous dit vous supervisez juste l'équipe, mais vous êtes toujours un opérationnel, il y a une part d'opérationnel à faire, mais vous avez en plus le bagage et la responsabilité maintenant de gérer l'équipe. Vous devez diriger une équipe, vous êtes responsable de leur performance. Et ça, c'est compliqué parce que le temps de travail reste toujours le même, c'est toujours les 40 heures de votre contrat, mais en même temps qu'on vous attend sur des responsabilités où c'est un job que vous devez faire, vous aussi devez être responsable du job de vos collaborateurs. Et ça, c'est le défi que beaucoup de managers ont parce qu'ils ne savent pas gérer, ils ne savent pas faire l'équilibre avec ces deux gros fardeaux, j'ai envie de le dire, qu'ils ont maintenant à gérer quand ils accèdent à cette position de manager, quand ils sont dans cette posture de manager. Et cela, justement, quand on n'a pas les bonnes méthodes, quand on n'a pas les bons outils, on sera tiraillé. On ne pourra pas, moi j'aime bien cette expression de Cédric Watine qui dit, on va faire ce qu'on appelle un management diffus. C'est-à-dire qu'on ne va pas clairement détacher dans son temps de travail des temps où on fait du management, des temps où on fait de l'opérationnel. Et on va toujours rester dans ce mode de travail. Et ce mode de travail, puisqu'on n'a pas clairement identifié dans son agenda, dans sa gestion du temps, quand on fait du management et quand on est opérationnel, mais bien sûr, justement, c'est une des erreurs qui va nous engendrer beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Et ces difficultés, ce n'est pas seulement les nouveaux managers qui l'ont. Mais vous allez voir que même des anciens managers peuvent avoir aussi les difficultés que je vais relater maintenant. Et j'en ai repéré particulièrement 4. Il y en a beaucoup, mais je veux m'arrêter juste sur ces 4 parce qu'on n'a pas assez de temps. Alors la première difficulté, ce sera la difficulté à déléguer. Parce que vous allez toujours vouloir rester dans ce rôle d'opérationnel. Et vous risquez d'être touché par ce que j'appelle le syndrome du manager technicien. Le manager technicien, c'est le manager expert, c'est lui qui connaît, c'est lui qui va développer son autorité sur une autorité de compétence. C'est-à-dire que c'est lui seul qui sait faire les choses dans le service, dans le département, dans la direction. Et justement, l'opérationnel va prendre beaucoup plus de pas sur le management. Et donc, il va avoir beaucoup de difficultés à déléguer. Et pour ça, il y a plein de raisons. Il va se dire, mes collaborateurs ne sont pas prêts, ils ne sont pas assez compétents, je préfère que ce soit bien fait, donc moi-même je le fais. Ça, c'est un défi énorme que beaucoup de managers ont. Deuxième défi, c'est le défi de la communication.
La communication peut être difficile si vous n'avez pas une compréhension des personnalités de vos collaborateurs et de leur style de travail. Parce que être un manager, c'est vrai que le management, c'est des systèmes, c'est des méthodes, mais je ne crois pas qu'on puisse être un bon manager si on n'a pas en nous une dose de leadership, c'est-à-dire une capacité d'influencer les autres, de comprendre, de les conduire, de les inspirer. Parce que le leader, c'est celui qui dit « allons ». C'est celui qui monte une voie, qui dit « allons » et qui trouve des gens qui le suivent dans cette voie. Et si vous n'avez pas, j'ai pas envie d'utiliser le terme charisme parce que les gens l'ont un peu galvaudé, mais si vous n'avez pas en fait cette compétence de leadership, justement, à mieux connaître les gens, à mieux les comprendre pour pouvoir les influencer, ce sera compliqué. Donc, vous allez avoir des difficultés de communication. Troisième défi que les managers ont, c'est la gestion des conflits. On ne peut pas avoir un groupe de personnes et ne pas avoir des différends et ne pas avoir des couacs. Donc, vous, dans votre rôle de responsable, dans votre rôle de manager, comment vous gérez les conflits entre les collaborateurs? Comment vous les aidez à trouver des solutions? Et ça, c'est un grand défi que les managers ont. Quatrième défi, et ça, c'est quand on accompagne vraiment les gens en coaching, c'est sûr, c'est une chose sur laquelle on va toujours travailler, c'est l'établissement des priorités. Le gros nœud de la gestion du temps. Et ça, c'est un gros problème pour les managers parce que, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, vous avez votre tâche d'opérationnel, vous avez la responsabilité aussi d'accompagner vos collaborateurs, de superviser ce qu'ils font comme travail, mais vous avez toujours 40 heures. Ce n'est pas parce que vous avez été nommé manager que le nombre d'heures a augmenté ou bien le nombre d'heures de la journée a augmenté. Ça reste toujours 24 heures pour la journée, votre contrat de travail reste toujours 40 heures. Donc, toutes ces choses vont faire que, effectivement, vous allez vous sentir débordé et vous n'allez pas savoir établir les priorités. Parce que moi, je dis, je ne parle pas de gestion du temps, mais je parle de gestion des priorités. Parce que la vraie problématique, c'est de savoir gérer ses priorités. Ce n'est pas de savoir gérer son temps. Gérer son temps, c'est une expression faite, mais c'est une réalité qui n'existe pas. En fait, derrière la problématique de gérer son temps, la vraie problématique, c'est gérer ses priorités. Alors, la solution à tous ces défis, c'est quoi? C'est d'avoir des rituels, c'est d'avoir des choses que vous faites habituellement qui vont vous permettre, en fait, de dépasser tous ces défis, d'établir un certain système dans lequel les choses vont rouler assez facilement pour vous et vous permettre d'être efficace. Et justement, quand on parle de rituels, je sais qu'il y a eu certains qui ont eu peur parce qu'ils ont entendu le mot rituel, c'est un mot qui peut être un peu galvaudé. Ils pensaient que peut-être que c'était pour faire des sciences occultes. On va venir dire que les managers vraiment doivent aller chauffer des canaris ou bien aller dans les rivières ou bien aller dans les forêts. Non, il ne s'agit pas de ça. Voilà. Prenons l'expression rituel, c'est un mot du dictionnaire simplement. Ça veut dire quoi? Ce sont des habitudes, ce sont des pratiques qui vont vous aider à gagner en efficacité, à mieux gérer votre temps, à mieux communiquer et à mieux travailler en équipe. C'est tout. Donc, on va parler de ces 9 rituels-là. 3 pour mettre en place son système de management, 3 pour dynamiser son équipe et 3 pour son équilibre personnel en tant que manager. Nous allons aller le premier rituel qui fait partie de la famille des rituels pour son système de management. Le premier, c'est le 1 à 1. Je suis sûr que beaucoup connaissent ce rituel. Beaucoup en ont déjà entendu parler. Beaucoup peut-être ont commencé à le pratiquer, mais beaucoup ne le font pas comme il faut. En fait, le 1 à 1, c'est quoi? C'est une réunion individuelle régulière qu'un manager va avoir avec son collaborateur. Cette réunion-là, c'est vraiment privatif. C'est un espace que vous allez créer pour que, en fait, le collaborateur puisse s'ouvrir à vous, pour que vous puissiez mieux le connaître. Je parlais d'un des défis des managers, c'est cette capacité à mieux connaître ses collaborateurs, à mieux connaître leur personnalité, à mieux connaître leur style de travail. Et justement, quand vous adoptez le rituel des 1 à 1, c'est une solution qui vous permet vraiment de pouvoir sauter ce défi, sauter cet obstacle de ne pas mieux connaître vos collaborateurs et qui vous empêche d'être efficace. Donc le 1 à 1 va vous permettre de faire quoi? Construire une relation de confiance avec chaque collaborateur. Ça va vous permettre de caler dans le temps de façon régulière des échanges afin que vous vous assurez que chaque collaborateur performe. Ça va vous permettre justement de documenter l'historique et les résultats parce que vous allez pouvoir suivre sa progression au fil du temps. Généralement, les 1 à 1, on les programme une fois par semaine. Ça doit être maximum 30 minutes. Et surtout, on doit l'organiser de telle sorte que ça ne soit pas un point sur activité.
Et justement, je profite, je vais prendre un peu de temps sur le 1 à 1, parce que pour moi, c'est la base, c'est le socle. Une fois que ce rituel-là est mis en place, il y a beaucoup de choses. Une fois que ce rituel est bien mis en place, je précise, parce que le problème, c'est que les gens ne le font pas bien. Donc, quand il est bien mis en place, il résout pas mal de problèmes et il permet en fait d'enchaîner et de déployer en fait les autres rituels. OK? Et il y a 4 erreurs, j'aimerais que vraiment on les note, 4 erreurs fondamentales qu'on fait quand on veut ritualiser le 1 à 1. Et justement, j'aimerais pas que vous commettez dans ces erreurs. Parce que si vous faites ces erreurs-là, vous n'allez pas rentrer dans l'esprit du 1 à 1 et ils ne vont pas apporter en fait l'efficacité qu'ils doivent apporter à votre management. La première erreur, c'est de fréquemment faire sauter et reporter ou démarrer en retard les 1 à 1. Parce que vous vous dites que, bon, c'est un rendez-vous en interne, un rendez-vous extérieur peut primer sur ce rendez-vous-là, je peux le déplacer, je peux l'annuler, je peux le sauter, mais le message que ça renvoie à votre collaborateur, c'est qu'il n'est pas votre priorité. Et c'est un grand classique, parce que trop de managers considèrent ces moments comme des véritables, comme des variables d'ajustement dans leur agenda. Ils se disent qu'on peut le déplacer, on peut le déplacer. Non, le 1 à 1, il est calé, il est fixe. C'est comme si vous avez un rendez-vous avec un client à l'extérieur ou bien un rendez-vous avec vos patrons. Ça fait partie de votre travail, manager. Fixez ça dans votre objectif, dans votre agenda de toutes les semaines. Et à des jours précis, pour que c'est dans votre agenda, c'est dans l'agenda du collaborateur. Voilà, point barre. Deuxième erreur que beaucoup de managers commettent, c'est de ne pas faire les 1 à 1 avec l'ensemble de leurs collaborateurs. Souvent, ils vont faire avec ceux qui s'entendent bien ou bien ceux que ça va et puis ils abandonnent les autres. Ça, c'est une grosse erreur parce que ça va être perçu comme du copinage alors que c'est quelque chose qui fait partie de votre système de management. Vous êtes manager, vous mettez tout le monde dans le système. La troisième erreur, c'est le fait de trop parler vous. Le 1 à 1, c'est pas... alors, il peut y avoir deux tendances. Soit c'est juste un point sur activité. Le collaborateur vient et dit, voilà ce que j'ai fait la semaine, voilà ce qui me reste à faire, une to-do list qu'on vérifie, non, et puis on s'en va. Non, c'est pas ça le 1 à 1. Ou bien, soit c'est un moment où vous venez vous parler vous seul. Vous dites, je ne suis pas d'accord, je fais ceci, tu fais cela, je fais cela. Non. Le 1 à 1, ça doit servir, et retenez bien ça doit servir à découvrir ce qui se passe dans la tête et dans le cœur de chacun de vos collaborateurs. Ça doit servir à découvrir ce qui se passe dans la tête et dans le cœur de chacun de vos collaborateurs. Donc, vous n'êtes pas là pour raconter votre vie, mais vous êtes là pour l'écouter. Donc, laissez-le parler. C'est son moment. Faites de ce moment-là son moment. Dans un monde idéal, en fait, le 1 à 1, comment ça se passe? Le manager ne devrait parler que 30% du temps, le collaborateur 70%. Et la quatrième et dernière erreur, il y a beaucoup de choses. Je voudrais bien passer du temps sur ça, mais il y a 8 autres rituels à découvrir. La quatrième erreur par rapport au 1 à 1, c'est de ne parler que d'opérationnel, je le disais. Voilà. Donc, vous parlez que des actions à court terme, de ce qu'il a fait les jours passés et de ce qu'il fera les jours prochains. Non. Ça fait partie du 1 à 1. Il y a 3 choses qu'on fait dans le 1 à 1. Il y a le point sur activité, il y a la possibilité, il y a tout ce qu'on peut faire pour coacher le collaborateur, la deuxième chose. Et puis, il y a le feedback qu'on doit faire au collaborateur. Donc, ces 3 éléments doivent être dans le 1 à 1. OK? Alors, rapidement, en 1 minute, avant de passer au deuxième rituel, vraiment, à chaque fois que moi je forme les managers ou bien que je les accompagne dans leur coaching, quand je parle du 1 à 1, on me sort toujours ça. Mais on a beaucoup de choses à faire. On n'a pas le temps. Ou bien j'ai beaucoup de collaborateurs. Si je dois voir chacun des collaborateurs, je dois prendre 30 minutes pour chacun des collaborateurs toutes les semaines. Qu'est-ce qu'on va se dire? Est-ce que ça ne va pas me prendre trop de temps? Alors, j'ai fait un calcul simple. Supposons que vous avez 6 personnes à manager. Pardon, 8 personnes. On va prendre 8 personnes pour que ce soit simple. Vous avez 8 personnes à manager et vous travaillez 40 heures par semaine. Une demi-heure. Quand vous faites 8 multiplié par 0,5, ça vous fait 4 heures de temps passé dans les 1 à 1 toutes les semaines. 4 heures du temps, ça vous fait juste 10%. Ça vous fait juste 10% de votre temps. Donc, imaginez investir 10% de votre temps pour être plus proche de vos collaborateurs, pour les influencer, pour comprendre ce qu'il y a dans leur tête et dans leur cœur. Juste 10% de votre temps par semaine. Imaginez ce que ça peut créer comme retour.
ben, le retour, c'est que vous allez réussir à les influencer, vous allez réussir à les comprendre, vous allez réussir à vous entendre, vous allez réussir à les rendre compétents. Parce que dans le 1 à 1, on peut coacher ses collaborateurs sur des choses sur lesquelles ils ne sont pas compétents. Et le retour, c'est vous qui allez être bénéficiaire. Parce que plus ils seront compétents, plus vous allez déléguer, vous serez plus tranquille. Alors, arrêtez-vous une minute. Moi, je veux que vous fassiez le calcul. Je sais que tout le monde n'a pas 8 collaborateurs ici. Heureusement, 8 collaborateurs directs. Le 1 à 1, ça se fait avec les collaborateurs directs, ce qui vaut N-1. Je sais que tout le monde n'a pas 8 N-1. Donc, faites le calcul rapide. Nombre de collaborateurs, vous multipliez par 0,5. Et vous me dites, vous voyez le nombre d'heures que ça fait, vous divisez par 40. Vous me dites le pourcentage que ça fera en investissement dans la semaine. Voilà. Prenez une minute. Si vous avez 3 collaborateurs, ou bien si vous avez 4 collaborateurs, ça vous fera 4 multiplié par 0,5, ça fait 2 heures du temps à investir dans le 1 à 1. Et 2 heures du temps, ça fait 5% de votre semaine à investir dans le 1 à 1. Voilà. Alors, est-ce que dans le chat, rapidement, on peut me mettre ce ratio? C'est important pour que ça crée un déclic en termes de conscience de ce qu'il faut investir dans ce rituel. Parce que c'est la base de tout. Je voudrais voir, en fait, dans le chat, qui a fait le calcul, rapidement. Qui a fait le calcul? Voilà. Mettez le calcul rapide. Combien de pourcents ça fait de votre semaine? Voilà. Alors, je ne sais pas si on met dans le chat. Combien de pourcents ça fait de votre semaine? C'est important parce que c'est le petit coaching que je veux faire justement pour qu'on prenne conscience que, voilà, souvent, il y a des croyances en fait qui ne nous font pas avancer parce qu'on pense simplement, mais on n'a pas évalué. OK. Et pour la grande majorité, vous allez vous rendre compte que ça n'atteint même pas 10%. Ça n'atteint même pas 10% du temps qu'il faut investir, alors que ça peut créer de grands bénéfices. Donc, les gars, investissez dans les 1 à 1 parce que ça vous sera très, très rentable. On va avancer. Deuxième rituel, c'était le feedback. Voilà, Abou Koné a dit 2,5%, vous voyez. Voilà, 2%, vous voyez. Donc, j'avais raison, ça n'atteint même pas les 10% de votre temps, alors que ça peut créer d'énormes bénéfices. Deuxième rituel qu'il faut adopter pour son système de management, c'est le feedback. Le feedback. Alors, le feedback, c'est quoi? Le feedback, en fait, c'est la capacité de faire un retour sur la performance de vos collaborateurs. Et ça doit être systématique. À chaque fois que vous le voyez dans un 1 à 1, vous devez faire du feedback. Et je suis sûr que quand vous entendez feedback, il y a d'autres, automatiquement, ils passent à un recadrage. Parce qu'on a tellement réduit le feedback au recadrage qu'il y a d'autres qui ne font un retour sur la performance de leur collaborateur que lorsque le collaborateur a fait une gaffe, a fait une grosse bêtise. Donc, ils disent non, là, je lui fais un feedback, Et ils appuient sur le mot feedback. Voilà, c'est la connotation négative qu'on donne au mot. Non, il y a 3 types de feedback. Il y a le feedback de félicitation, oui. Quand il a bien fait, il faut le féliciter. Il y a le feedback de recadrage, il y a le feedback constructif pour l'aider à améliorer en fait ce qu'il pourrait faire de mieux. Donc, il y a 3 types de feedback. Et ça, il y a une méthode. Ça, c'est des méthodes de communication pour vous permettre d'être efficace quand vous rendez le feedback. Et ça doit être vraiment systématique. Et c'est important parce que c'est ça qui va permettre aux collaborateurs d'avoir un retour. Vous savez, dans le mot feedback même d'étymologie, ça veut dire nourrir en retour. Donc, il travaille, mais il a besoin d'être nourri en retour. Et c'est par le retour que vous lui faites qu'il sait s'il va dans le bon sens ou il ne fait pas dans le mauvais sens. Et il y a une superbe étude qui prouve que c'est vraiment important pour les managers, c'est vraiment important pour les collaborateurs de l'avoir. Une étude du Harvard Business Review qui dit 72% des employés estiment que le feedback est essentiel pour améliorer leur performance au travail. 72%. C'est-à-dire plus de 7 employés sur 10 estiment qu'ils ont besoin d'avoir des feedbacks réguliers pour être sûr que pour améliorer leur performance, pour s'améliorer dans ce qu'ils font. Alors pourquoi les managers, ma question, ne font pas des feedbacks systématiques? Et c'est pourquoi je parle de rituel. Il faut que ce soit un rituel. Et quand vous faites vos 1 à 1, il faut que ce soit systématique dans vos 1 à 1. Il faut qu'il y ait des feedbacks. Ça va permettre de nourrir le collaborateur. Ça va lui permettre de pouvoir favoriser sa croissance.
Ça va réduire les malentendus parce que vous n'allez pas garder des choses longtemps. Mais au fur et à mesure, vous allez pouvoir évacuer certaines choses dans votre relation avec lui. Là aussi, 2 erreurs fondamentales que les gens commettent dans les feedbacks. Première erreur, c'est de ne faire que lorsqu'il s'agit de recadrer, j'en ai parlé. Deuxième erreur, c'est de ne pas le préparer de manière structurée. C'est une technique de communication, le feedback. Il y a une méthode pour pouvoir le faire, que ce soit de félicitations, de constructif ou de recadrage. Et tout ça, je l'explique dans ma formation Le Manager 2.0. J'explique ces outils de 1 à 1, de feedback et tout ça. Et même, bon, pour ceux qui aiment les ressources gratuites, on a fait une masterclass. Vous pouvez la retrouver sur notre channel, la chaîne YouTube. Voilà, on a fait une masterclass pour expliquer un peu le feedback. Donc, vous pouvez aussi avoir ça, même si vous n'investissez pas dans la formation Le Manager 2.0. Et troisième et dernier rituel, justement, pour mettre en place son système de management, c'est la réunion d'équipe. La réunion d'équipe, en fait, la réunion d'équipe, c'est un rituel managérial essentiel parce que vous faites les 1 à 1, mais vous n'avez pas l'opportunité peut-être de parler à tout le monde, de donner l'information à tout le monde en même temps. Et justement, la réunion d'équipe va vous permettre de faire ça, de parler des projets, de faire du brainstorming, de résoudre des problèmes, de célébrer ensemble des victoires. Et la réunion d'équipe, en fait, a 3 grands objectifs. Logiquement, quand on sort d'une réunion d'équipe, on doit être énergisé. Ça, c'est le premier objectif. Sinon, si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a problème. Deuxième chose, c'est qu'on doit avoir un alignement collectif parce que tout le monde a entendu la même chose, tout le monde a reçu la même information. Et troisième chose, ça doit renforcer la cohésion. Parce que peut-être que dans vos équipes, il y a d'autres qui ne collaborent pas toujours ensemble, il y a d'autres qui ne travaillent pas ensemble, qui n'interagissent pas. Mais là, vous faites partie d'une même équipe, donc vous rassemblez tout le monde et ça leur permet de se retrouver, de créer de la cohésion. Et pourquoi les réunions? La réunionique, c'est une maladie dans beaucoup d'organisations et dans les multinationales, ça, c'est le plus grand problème. Et pourquoi, justement, cette réunionique, elle fait que les gens sortent des réunions, ils ne sont pas énergisés. C'est parce que, justement, il y a 3 secrets pour que ce rituel-là soit un rituel de management efficace. Les 3 secrets de la réunion d'équipe, c'est quoi? C'est 3 mots. C'est préparation. Il faut qu'elle soit bien préparée par le facilitateur. Il faut qu'on ait une bonne interaction dans la réunion. Deuxième secret. Troisième secret, il faut qu'elle soit focus. On a fait la réunion pourquoi? Est-ce que c'est une réunion d'information? Est-ce que c'est un brainstorming? Est-ce qu'il doit y avoir un livrable au sortir de cette réunion? On est focus sur le sujet. Et aussi, j'ai fait une masterclass sur la réunion d'équipe. C'est sur la chaîne YouTube. Vous pouvez toujours regarder pour mieux comprendre ce rituel. Donc, voilà les 3 premiers rituels par rapport à notre système de management. On va aller un peu vite pour que j'ai le temps d'échanger un tout petit peu avec vous. 4e rituel qui fait partie maintenant du groupe des rituels. On a vu le groupe des rituels pour pouvoir mettre son système de management en place. Là, maintenant, c'est le groupe des rituels pour pouvoir dynamiser l'équipe. Le premier rituel pour pouvoir dynamiser l'équipe qui est notre rituel numéro 4. Donc, c'est ce qu'on appelle le KISS. Voilà, le KISS. Non, c'est pas le bisou. C'est pas le bisou. Le KISS, c'est quoi? C'est un rituel d'amélioration continue. C'est un acronyme qui signifie pour K, keep, donc garder. Voilà, ce qu'on fait bien et ce qu'on doit continuer dans la façon de travailler ensemble. 2, le improve. Voilà, qu'est-ce qui marche moins et qu'on doit améliorer. S pour stop, ce qu'il faut arrêter de faire parce que c'est improductif. Et puis S encore pour start, ce qu'il faut commencer à faire qu'on ne fait pas. Donc voilà, ayez ce rituel-là où tout le monde se met ensemble et puis on essaie d'adopter le KISS. Chaque membre de l'équipe réfléchit à ça. Il réfléchit à ce qu'on peut améliorer. Il réfléchit à ce qu'on doit garder, ce qu'on doit stopper, ce qu'on doit commencer. Donc, vous voyez, les idées elles viennent de partout. Et ça peut parler par rapport aux règles de vie au bureau, ça peut parler des process dans votre façon de travailler, ça peut parler des fonctionnements de notre équipe. Le champ d'application, il est large. Mais ayez ce rituel, vous avez des réunions spécifiques où vous faites un KISS, où chaque membre de l'équipe vient et apporte des idées selon l'acronyme avec les 4 éléments. Ce qu'on doit garder, ce qu'on doit améliorer, ce qu'on doit stopper, ce qu'on doit commencer. OK? Rituel 5, qui est
dans le lot des rituels pour dynamiser son équipe, il y a l'atelier, ce que j'ai appelé l'atelier anti-frustration. L'atelier anti-frustration. Alors, c'est quoi? C'est simple. Ces rituels-là, vous rassemblez l'équipe et chaque membre de l'équipe va dire ce qui l'embête, ce qui le frustre dans le cadre de la vie de l'équipe. Alors, il y a quelque chose de bien, peut-être quand vous faites les 1 à 1, vous arrivez à gérer votre relation avec chaque collaborateur. Mais vous ne savez pas la relation que les collaborateurs ont entre eux. Et tout ça, vous êtes comptable, vous êtes manager de tout ça. Et justement, avec ce rituel d'anti-frustration, ce que vous allez faire, c'est que vous allez donner la parole à chacun. Vous allez dire, mais dis ce qui ne te plaît pas dans l'équipe. Dis ce qui ne te plaît pas dans la façon de faire. Et ça, c'est différent du KISS. Le KISS, c'est surtout sur les méthodes du travail. C'est ce qu'on peut faire pour être plus productif. Mais l'atelier anti-frustration, c'est surtout par rapport au relationnel. Je n'aime pas ce que je n'aime pas dans ta façon de faire. Ce que je n'aime pas dans la façon de faire de telle personne. C'est par rapport au comportement. Vous voyez, vous donnez en fait la possibilité aux gens de vider leur sac. Et cela, ça leur permet de se considérer parce qu'ils se disent que leur voix compte. Et ce qu'on fait pour les frustrer, on peut à l'échelle de l'équipe essayer de régler ça. Et ça, c'est un puissant levier qui va permettre à chaque membre de se sentir respecté. Donc, ça va favoriser l'entraide et la collaboration. Ça va favoriser l'identification des problèmes parce que, comme je le disais, s'il y a des conflits, il y a des tensions, au cours de cet atelier anti-frustration, ça va sortir. Et puis, bien sûr, un des défis des managers, c'est de régler les conflits. Donc, ça va vous permettre vraiment de tuer le conflit dans l'œuf parce que vous allez mettre ça au grand jour et ça va vous permettre d'anticiper, de faire que ces petites tensions-là ne deviennent pas des grands conflits qui vont bloquer le travail d'équipe. Alors, ça, c'est l'atelier anti-frustration. OK? Et 6e rituel, et ça c'est toujours dans les rituels pour dynamiser l'équipe, c'est ce que j'appelle la célébration de l'effort. Vous savez, en fait, la célébration de l'effort, c'est un rituel que vous devez mettre en place. Et moi, je l'encourage à le faire chaque trimestre pour identifier, ne serait-ce que même une petite victoire, ne serait-ce que quelque chose que, même si c'est insignifiant dans l'atteinte de vos objectifs, mais si ça vient d'un effort d'un des collaborateurs, mettez ça au grand jour pour le valoriser. Et le message que ça renvoie que vous êtes sensible et vous voyez les efforts que chacun fait pour progresser. Donc, et en même temps, l'autre message, en fait, c'est pour encourager les exemples à copier que ça donne à l'équipe lorsque vous mettez ça à nu devant tout le monde. Voilà, donc ça peut prendre la forme d'une petite fête au bureau, d'un petit déjeuner offert. Voilà, mais arrêtez-vous de façon trimestrielle et puis regardez qui a performé, qui a fait quelque chose qui mérite d'être souligné et mettez ça au grand jour. C'est ce que j'appelle la célébration de l'effort. Et très souvent, dans notre façon de fixer les objectifs, on fixe mal les objectifs. De telle sorte qu'on se contente simplement aux objectifs finaux, mais on ne se contente pas sur tous les objectifs d'effort. Mais c'est à vous de remarquer ces efforts-là et de les célébrer. C'est très important pour le message que ça renvoie à l'équipe. Alors, dernier rituel qui est le 7e, le dernier rituel par rapport le 6e, c'était le dernier rituel par rapport à dynamiser son équipe. Et là, maintenant, on va rentrer dans la catégorie des rituels pour son équilibre personnel. Tout ce qu'on a vu, les 6 premiers rituels, c'était pour mettre en place son système de management, c'était pour dynamiser l'équipe. Maintenant, ces rituels-là, c'est les rituels pour nous-mêmes, pour notre équilibre personnel. Pour comment est-ce qu'on va faire pour se sentir mieux en tant que manager. Le premier rituel dedans, et c'est le rituel numéro 7, c'est ce que j'ai appelé les 30 minutes du manager. Les 30 minutes du manager. Alors, ça sert à quoi, ces 30 minutes du manager? Ça sert à avoir une réflexion hebdomadaire toutes les semaines. Vous analysez vous-même votre posture de manager. Vous vous posez des questions. Prenez un temps de réflexion. Qu'est-ce qui se passe bien dans mon équipe? Qu'est-ce qui est difficile pour moi? Quelles compétences je n'ai pas en tant que leader, en tant que manager? Comment va mon équipe en ce moment? Qu'est-ce que je peux améliorer ou mettre en place de nouveau pour être encore un meilleur manager? Posez-vous la question. Si vous ne posez pas la question, vous ne pouvez pas trouver des solutions. Donc, il faut se poser. Si vous ne trouvez pas la question, vous ne pouvez pas trouver des réponses. Il faut se poser la question. Ça permet de prendre du recul. Ça permet aussi de mettre en place des actions concrètes parce que vous allez réfléchir à des choses et puis vous allez vouloir tester ces choses-là. Et puis, ça permet aussi d'aligner sa gestion par rapport à l'équipe.
Parce que il y a des priorités de l'entreprise qui viennent de vos N+1 et comment est-ce que vous devez les répertorier. Justement, c'est en prenant un peu du recul et en sortant la tête du guidon que vous allez pouvoir le faire. Et donc, ce rituel-là, toutes les semaines, prendre les 30 minutes du manager pour vous analyser, pour vous auto-analyser, c'est quelque chose qui peut créer un impact puissant dans votre pratique managériale. 8e rituel, vous voyez, c'est des choses qu'on connaît, hein, mais très souvent, on n'arrive pas à les associer, on n'arrive pas à les pratiquer comme il faut. Or, c'est les petites choses bien pratiquées qui créent un impact énorme. Et le 8e rituel et l'avant-dernier rituel pour votre équilibre personnel, c'est ma semaine sera réussie si. Ma semaine sera réussie si. C'est que, en fait, ce rituel-là, le rituel 8 et le rituel 7, vous pouvez le faire ensemble. Moi, généralement, j'aime bien les faire les dimanches soirs, mais vous pouvez aussi les faire le lundi matin. Vous vous asseyez, vous avez fini de faire votre réflexion de 30 minutes de manager, vous dites, OK, cette semaine sera réussie si. Vous fixez un objectif de réussite. En gros, c'est de se dire, qu'est-ce qui fera que vendredi soir, j'aurai été content, je serai content de ma semaine. Et une fois, parce que notre cerveau a besoin d'être guidé. Et c'est ça la puissance des objectifs. Parce que quand on fixe un objectif, on est focus. Et si on n'est pas focus, on ne peut pas être productif. Et justement, vous allez focus en fait votre cerveau sur quelque chose que vous voulez atteindre. Et ça va avoir pour importance de dire, OK, puisque j'ai mis ce que je vais atteindre vendredi soir, je vais regarder maintenant dans mon agenda de la semaine, est-ce que je fais des choses qui vont dans ce sens? Donc si mon agenda est rempli et il y a plein de choses qui ne sont pas prioritaires par rapport à ce que je vais atteindre comme résultat à la fin de la semaine, ben je vais annuler plein de choses. Et ça me permet de me recentrer. OK. Donc voilà. Et moi, je vous recommande en milieu de semaine, le mercredi, de penser un tout petit peu, de voir est-ce que je vais dans le sens de ce que je me suis fixé en début de semaine. Sinon, ça va vous permettre, et ça sera l'occasion de pouvoir ajuster vraiment ce qui vous reste pour les 2 derniers jours de la semaine. Donc, rituel 8, ma semaine sera réussie si. OK? Et le dernier rituel pour votre équilibre personnel, c'est le 9e rituel. C'est le rituel nettoyer sa journée. Ça, en fait, c'est quoi ce rituel? C'est de se bloquer systématiquement 15 minutes avant la fin de toute journée, avant d'arrêter votre journée de travail. Et vous faites principalement 3 choses dans ces 15 minutes. La première chose que vous faites, c'est votre done list. En début de journée, nous savons tous que nous devons faire notre to-do list. Mais quand on a fait notre to-do list, c'est pour que les choses soient faites. Mais en fin de journée, est-ce qu'on prend le temps de regarder notre done list? C'est-à-dire ce qu'on a fait. Au lieu de se focaliser sur ce qu'on n'a pas fait, focalisons-nous d'abord sur ce qu'on a fait. Vous voyez, c'est important d'avoir cet esprit de gratitude. Ça nous fait du bien nous-mêmes. C'est bon pour notre équilibre. Donc, prenez le temps de regarder votre done list. Ça va vous permettre de vous focaliser en fait sur ce que vous avez déjà fait. Au lieu de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas fait et d'avoir l'impression que vous êtes tout le temps en retard, tout le temps en retard. OK? Deuxième chose, faites un dernier tour dans votre boîte email. Un manager doit être réactif. Peut-être qu'il y a un message qui est passé, que vous avez zappé. Donc, à la fin de la journée, prenez le temps de regarder un tout petit peu. Si vous devez mettre ça dans votre to-do list du lendemain, vous mettez ça là, vous savez avec quoi vous partez comme priorité pour le lendemain. Et troisième chose qui est à faire dans ce rituel, nettoyer sa journée, c'est justement commencer à établir votre to-do list du jour suivant. Là, comme ça, quand vous partez à la maison, vous savez quelle est la priorité du jour suivant. Et surtout, ce qui est important et qui est fort et puissant dans ce rituel, c'est qu'il va vous permettre vraiment de ne pas terminer une journée sans un sentiment d'accomplissement. Et ça, c'est puissant parce qu'on sait que vous avez tellement de défis et que savoir que vous avez pu faire quelque chose, ça aussi, c'est déjà bon. Donc voilà, chers managers, les 9 rituels que j'avais voulu vous partager dans cette masterclass. Je dis, on va terminer vraiment à 20h. Il nous restait une douzaine de minutes. Donc, récapitulons cela. 3 rituels pour son management. C'est le 1 à 1, le feedback, la réunion d'équipe. 3 rituels pour dynamiser et unir l'équipe. C'est le KISS, Keep, Improve, Start, Stop. L'atelier anti-frustration, la célébration de l'effort. Et puis 3 rituels pour son équilibre personnel. 30 minutes du manager, ma semaine sera réussie si, et puis nettoyer sa journée. Alors,